Voilà, alors, je voudrais juste, avant de commencer, donc d'abord vous présenter Yves Durand qui nous reçoit dans cette galerie. Donc, je voudrais le remercier, je tiens à le remercier pour son accueil. En fait, Yves a fondé une plateforme qui s'appelle Coucou Watcher. Vous pourrez trouver sur coucouwatcher.com, qui est une plateforme d'aide à la création d'événements, de communication. Et donc, il se tient à votre disposition si vous voulez le rencontrer à la sortie. N'hésitez pas à le solliciter. On aura l'occasion de travailler assez souvent avec lui, puis de revenir ici dans cette galerie. Alors, l'exposition de photos change très régulièrement. Donc, je ne suis pas responsable du choix qui a été fait là, qui est tout à fait indépendant de ma volonté, mais en même temps, c'est un cadre qui est quand même très joli. C'est un ancien atelier, je crois, d'artisanat, d'encadrement, je crois. Oui, c'est ça. Voilà, et donc le lieu s'y prête bien. Et donc, sachez déjà que le 22 juin, on aura une conférence avec Pascal Salin. Une autre est prévue en septembre avec Philippe Nemo, une autre au mois d'octobre avec Philippe Simoneau, et puis d'autres suivront. Donc, on vous tiendra informé au fur et à mesure. Voilà, donc, oui, alors, voilà, donc Yves voudrait mettre un peu ses services pour la cause libérale. Il a créé notamment un catalogue et un moteur de recherche des think tanks libéraux. Donc, vous pourrez consulter sur son site coucouwatcher.com. Voilà, donc je remercie le professeur Guido Hülsmann qui a bien voulu venir nous faire cette conférence ce soir. Juste une petite anecdote, quand on s'est vu cet été au Mises Institute, je vais parler donc du projet de l'Institut Copé, l'Institut n'existait pas encore. Alors d'abord cet Institut Copé, il est né dans la continuité du séminaire d'Alain Laurent, qui s'est tenu l'an dernier de janvier à juin, et cette année encore à l'Institut Turgot. Et donc c'est à la suite de ce séminaire que nous avons décidé à plusieurs, il y en a quelques-uns ici, les membres fondateurs, de créer cet institut qui se consacre à la diffusion la plus large possible de la pensée libérale française, sachant que cette pensée est quand même très riche et qu'elle est méconnue, qu'elle est très méconnue, notamment des Français. Et paradoxalement, ce travail de diffusion de la pensée française se fait à l'heure actuelle aux États-Unis, au Mises Institute. Simplement, elle se fait en anglais. Mais au Mises, ils font des éditions de livres, de vieux livres français du 19e, du 18e siècle. Et nous, Français, on n'était pas capable de le faire. Donc, voilà. Désormais, l'Institut Copé, c'est mis au travail. Et donc, nous publions des livres sous forme d'e-book, de livres numériques, que vous pouvez télécharger, et puis nous traduisons aussi beaucoup de textes qui parlent de cette école française, et nous avons ici un de nos traducteurs qui vient de Toulouse, qui est Stéphane Gérès, qui est là au milieu, et je vous remercie d'être venu ce soir. Oui, ça vient même de Toulouse pour vous écouter. Voilà, et donc la petite anecdote, et j'en aurai fini, c'est que donc on s'est rencontrés donc, cet été au Mises Institute. Je lui ai parlé du projet, et c'est vrai que Guido m'a dit tout de suite, c'est formidable, allez-y, je vous soutiens, et je serai même le premier à vous faire une conférence si vous voulez. Et donc voilà, aujourd'hui, il a tenu parole, et je le remercie encore d'être là parmi nous. Juste avant, je vous signale qu'il y a ce livre du professeur Guido Hülsmann. Je crois que c'est un des seuls livres qui est traduit en français, non? Oui, c'est ça. Voilà. L'éthique de la production de monnaie, qui est sorti fin 2010 chez l'Harmattan. Et puis, au passage, puisqu'Alain Laurent est là, la réédition aux belles lettres de l'éthique de la liberté de Murray Rothbard, qui vient tout juste de sortir le 19 mai. Voilà. Donc il y aura un petit pot à la sortie, donc on pourra prendre le temps de discuter, d'échanger. Oui, vous pourrez rester, donc c'est bien. À vous la parole. Merci beaucoup de ce bel accueil, de la publicité pour mon livre. Donc n'hésitez pas à acheter beaucoup d'exemplaires pour vos amis et des professeurs dans votre environnement qui méritent
ses écrits, c'est important. Je suis très content donc, de donner cette conférence pour l'Institut Copé. Je n'ai jamais pensé que les libéraux devraient dévier de leurs principes de base qui chérissent en particulier la concurrence lorsqu'il s'agit d'organiser eux-mêmes. Donc plus il y a d'organisations libérales, mieux c'est au principe, hein, parce que les sensibilités ne sont pas les mêmes et le point de départ devrait être le même et il est donc articulé de différentes manières. Le point de départ, c'est toujours le droit de propriété et le respect de la personne. Et c'est certainement le cas donc, avec l'Institut Copé qui va donc laisser son empreinte dans le paysage français, je suis certain. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de l'économie de la gratuité. C'est donc un sujet sur lequel je n'ai pas travaillé beaucoup. Et je l'ai choisi parce qu'au moment où on avait donc, voulu fixer un sujet, Damien m'avait demandé vous choisissez quelque chose qui ne demande pas trop de travail, très préparation, etc. Et à ce moment-là précis, j'étais en train de rédiger un tout petit article pour un journal allemand sur cette question. Donc après, je n'ai pas eu beaucoup de temps d'aller en détail, donc je vais faire une brève communication et j'espère que nous aurons l'opportunité d'échanger nos idées sur ce sujet. Une des choses qui m'avait frappé lors de mon arrivée en France, c'est la présence dans les facultés d'économie de cours avec l'intitulé Économie sociale et solidaire. Économie sociale et solidaire. Il y avait aussi un cours Économie des choix sociaux. Ça m'a quand même frappé parce que je ne connaissais pas ce type de cours en Allemagne ni aux États-Unis. Donc, ce sont les trois grands pays que je connais un petit peu. Et je ne me suis pas intéressé au curriculum des économistes en Espagne, en Italie, etc. Donc là, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, en Allemagne, ça n'existe pas. Et aux États-Unis, ça n'existe pas non plus. Donc, il s'avère que l'économie des choix sociaux, c'est donc, en gros, c'est un cours de finances publiques. C'est un cours qui pourrait être un cours de choix public. Donc là, ça résonne déjà mieux, ça résonne plus pour les économistes, pour les libéraux, tandis que l'économie des choix sociaux, c'est un peu plus vague. Mais c'est rusé aussi parce que ça donne l'opportunité pour chaque type de professeur de se vivre pleinement. Donc il ne faut pas se nier lorsqu'on est libéral, il ne faut pas se renier non plus lorsqu'on est socialiste convaincu. Voilà. Et avec l'économie sociale et solidaire, c'est un petit peu la même chose. Donc en gros, il s'agit de faire un cours sur les associations, c'est-à-dire tout ce qui est le secteur non-profit. Et c'est assez particulier. Donc pourquoi cette attention qui est accordée aux associations? Et on les connaît, chaque économiste les croise de toute manière, parce que bon, quand même, on a une vie privée, donc une partie on passe dans les clubs de sport, les associations culturelles, etc. Donc ce n'est pas une terra incognita absolue. Et puis on les connaît aussi par la comptabilité nationale où les associations figurent dans la rubrique ISBLM, institutions sans but lucratif et monétaire. Et on sait aussi que ça ne pèse pas grand-chose. Donc on néglige, c'est quasiment inexistant, ça consomme un petit peu, mais rien par rapport à l'État, évidemment, rien par rapport aux ménages, c'est un tout petit peu. Et c'est d'ailleurs compté dans la consommation des ménages. Le produit créé par les ISBL. Donc pourquoi cette attention? J'en ai compris un petit peu plus en lisant donc, récemment l'encyclique du pape Benoît XVI, donc, qui a publié il y a 2 ans une encyclique avec le titre Caritas in Veritate, charité dans la vérité. C'est important, intéressant. Dans lequel donc, il souligne le souci, bon, je ne dirais pas traditionnel, mais un souci qui était grandissant au cours des 40 dernières années au sein de l'Église, à défendre les associations qui étaient censées être dans une emprise ou dans une oppression de deux côtés, d'un côté par les entreprises, d'un autre côté par l'État. Donc dans la conception, dans la pensée catholique actuelle,
il existe donc une conviction qui est assez répandue et qui trouve son expression aussi dans cette encyclique, que les associations sont donc écrasées par le tandem marché et État. Et le tandem marché et État se renforce comme dans une spirale. Plus il y a de marché, plus l'État est grandissant aussi pour justement réguler le marché, calmer les excès de marché, et plus il y a donc d'activités assumées par les instances publiques, moins il reste dans le gâteau des activités pour les associations. Et les associations, donc, pourtant, sont importantes. Donc, je vais lui donner juste quelques extraits de cette encyclique. Que nous dit Benoît XVI donc il postule que dans les relations marchandes, le principe de gratuité et la logique du don, comme expression de la fraternité, peuvent et doivent trouver leur place à l'intérieur de l'activité économique normale. Donc, ce qui est important maintenant, c'est que le don et la gratuité trouvent leur place non seulement dans le champ des associations, mais également au sein des activités de l'État. Ceci est considéré comme non problématique, mais également au sein des entreprises. Il est nécessaire aussi que, donc ça c'est à nouveau une citation, sur le marché, soient ouverts des espaces aux activités économiques réalisées par des sujets qui choisissent, non pas des sujets, c'est une belle traduction, par des personnes qui choisissent librement de conformer leur propre agir à des principes différents de ceux du seul profit, sans pour cela renoncer à produire de la valeur économique. Mon prédécesseur Jean-Paul II avait signalé cette problématique quand il avait relevé la nécessité d'un système impliquant 3 sujets, le marché, l'État et la société civile. Donc la société civile, donc l'ensemble des associations. Il a identifié la société civile comme le cadre le plus approprié pour une économie de la gratuité et de la fraternité. Mais il ne voulait pas l'exclure des 2 autres domaines. Il faut par conséquent un marché sur lequel des entreprises qui poursuivent des buts institutionnels différents puissent agir librement dans des conditions équitables. À côté de l'entreprise privée, tournée vers le profit, et les divers types d'entreprises publiques, il est opportun que les organisations productrices qui poursuivent des buts mutualistes et sociaux puissent s'implanter et se développer. C'est de leur confrontation réciproque sur le marché que l'on peut espérer une sorte d'hybridation des comportements d'entreprise et donc une attention vigilante à la civilisation de l'économie. Le binôme exclusif marché-État corrode la socialité, alors que les formes économiques et solidaires, qui trouvent leur terrain le meilleur dans la société civile, sans la limiter à celle, créent de la socialité. Le marché de la gratuité n'existe pas. Et on ne peut imposer par la loi des comportements gratuits. Pourtant, aussi bien le marché que la politique ont besoin de personnes ouvertes aux dons réciproques. Voilà. Donc, c'est intéressant. C'est, d'un point de vue libéral en particulier, donc la réalisation qu'on ne peut pas imposer la gratuité, hein, la fraternité. J'espère que ce message va se répandre un peu plus. Hein. Et d'un autre côté, évidemment, c'est un peu insatisfaisant. Il nous laisse un petit peu sur notre faim parce que c'est pour nous dire, voilà, il faudrait que... il est opportun que les organisations productrices puissent s'implanter et se développer, donc ces organisations qui poursuivent des objectifs non-profit, puissent s'implanter et se développer. Bon, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Et c'est typique des encycliques. Alors pour ceux d'entre vous qui lisent, vous connaissez le problème, mais pour tous les autres, je peux vous assurer, les pauvres papes, c'est toujours
la rédaction d'un document diplomatique quasiment, donc on ne fait surtout pas écrire trop de conneries. Mais ça ne devrait pas être faux non plus. Hein, donc voilà, c'est quand même être respectable. Et donc, il en ressort un truc comme ça. Donc, mais en tout cas, donc, ce qui est important, donc, le pape nous invite donc, à réfléchir sur le rôle de la gratuité dans l'économie et donc, en fin de compte, sur les causes du poids relatif de la gratuité dans l'économie. Donc, comment est-ce qu'on peut la promouvoir, comment est-ce qu'on peut la freiner? C'est un petit peu le point de départ de ma réflexion que j'ai entamé dans cet article dont je vous ai parlé et que je vais présenter aujourd'hui un petit peu. Alors, donc, commençons donc par une définition. Qu'est-ce que c'est que la gratuité? Qu'est-ce que c'est qu'une association? Donc, une association peut se définir donc, aisément en la distinguant des firmes. Donc, l'objectif de la firme est toujours, entre autres, de réaliser un profit. Donc ça, c'est l'objectif de la firme. Évidemment, il ne faut pas tomber dans le piège de penser que c'est le seul objectif de la firme. Ça serait bien triste. J'ai des étudiants, surtout les jeunes là, qui arrivent première année, etc. Alors, ils font des études d'économie de gestion. Ils ne savent pas trop ce que c'est l'économie ni gestion, mais c'est là où on fait le fric. Donc ils veulent tous devenir riches. Et, vous êtes bien tombés, surtout dans mon cours, vous allez tout apprendre, ce qui sera utile pour devenir vraiment des dignes successeurs de Bill Gates et Warren Buffett. Et ça les encourage. Et voilà, c'est certainement une belle chose de réussir dans la vie, de gagner beaucoup d'argent. Hein. Voilà, c'est certainement une belle chose, la réussite. Mais donc, ils ont parfois eu des cours d'économie dans les programmes ES, et parfois ça semble être assez sensible, mais parfois on se demande mais de quoi est-ce qu'ils ont parlé dans ces cours-là? Et donc, quel est l'objectif des firmes? Alors, qu'est-ce qui me ressort là? L'objectif des firmes, c'est de payer des salaires. Oui, c'est rigolo, hein. Rendre la vie plus belle ou je ne sais pas quoi. Ben, il faut bien l'espérer qu'une entreprise, qu'une firme ait un tel objectif. Hein, parce que sinon ce serait triste. Hein, juste on poursuit en cours à travers la vie, en recherchant le profit, etc. C'est pas une belle vie. Hein. Il faut gagner des sous, mais en créant un bon produit, en rendant vraiment des services utiles, importants, etc. Ça, c'est une belle vie. Et donc, ce n'est jamais le seul objectif de la firme, mais quand même, c'est l'objectif essentiel. Les firmes ont différents objectifs, différentes destinées, mais leur objectif, leur trait de caractère commun, c'est toujours la recherche du profit. L'entreprise est une organisation sociale dont la vocation est de créer des revenus monétaires pour tous ses membres. Pas seulement pour le patron, hein, pour tous ses membres. Et en fait, pour tous ses associés, pour les clients, pour les fournisseurs. Tout le monde doit s'y retrouver, doit trouver son compte. Ça, c'est l'art de l'entrepreneur, comme l'a rappelé Pascal Salin, c'est l'art de l'entrepreneur de créer justement des arrangements contractuels où tout le monde se trouve son compte. Et heureux. Hein. Tant qu'il aime le produit, il a toutes les raisons d'être heureux. Il crée un produit et en plus il gagne des sous. Quoi de mieux? Hein. Alors, les associations par rapport à ça se définissent donc par l'absence de ce critère. Hein. Les associations peuvent exister même s'il n'y a pas de profit, même s'il n'y a pas de gain monétaire, même lorsqu'il n'y a pas de paiement, pas de compensation. D'accord? Et bon, déjà, ça nous amène à une première petite qualification, réflexion sur l'état des associations. Nous, en France, mais en Allemagne, ce n'est pas beaucoup différent. Hein. Il y a quand même beaucoup d'associations qui subsistent sur l'assistance publique. Hein. Surtout lorsqu'on se tourne... Bon, dans le sport, c'est peut-être encore une chose, parce que là, les hommes sont quand même assez motivés, les jeunes filles, etc. Mais associations culturelles, politiques, alors là, sans sous, en provenance de la mairie, du conseil régional ou de l'État, il n'y aurait pas beaucoup qui existeraient, hein, comme il faut le dire. Donc déjà, c'est un grain de sable, parce que, alors s'il y a de subventions publiques, qu'est-ce que ça veut dire en fin de compte? Ça veut dire que sans ces subventions, l'association n'existerait pas? Peut-être pas, effectivement.
Donc elle n'est pas portée juste par l'objectif commun des membres, mais il y a un élément de paiement là-dedans. Donc on ne peut pas être complètement sûr. Est-ce que c'est vraiment une association sans but lucratif et monétaire? Pas certain. Hein? Donc dans les cas où il n'y a pas d'assistance publique, où il y a juste tous les fonds proviennent des membres, il n'y a pas de paiement. C'est une véritable association et les services qui sont rendus, les biens qui sont créés dans la gratuité. Alors, on approche donc la définition de la gratuité. Et il convient ici donc de préciser deux choses. Premièrement, gratuité ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gain, il n'y a pas de bénéfice pour ceux qui rendent ce service. Donc, ça n'existe pas. Chaque activité humaine est motivée par un objectif, par une fin. Même lorsque nous donnons des sous à un mendiant dans la rue, il est là, étant dans ses mains, nous lui passons donc 1 euro ou 2, ou nous sommes très généreux, on sort de... et on lui passe donc un billet de 10 euros, de 1 euro. Alors pourquoi est-ce que nous le faisons? Parce que ça nous rend contents, ou plus heureux que nous l'aurions été autrement. Nous préférons que ce soit lui qui ait notre pièce de 2 euros plutôt que ce soit nous. Ça nous rend donc plus heureux que nous aurions été autrement. Donc il y a toujours cet élément, si vous voulez, on peut l'appeler égoïsme, mais c'est évidemment une manière de détourner le vocabulaire. Est-ce que c'est de l'égoïsme? On peut l'appeler, peut-être, c'est une forme d'égoïsme. Mais ce type d'égoïsme est alors inévitable. Chacun, lorsqu'il agit, poursuit des objectifs. Ce sont forcément ses objectifs. Il ne peut pas l'éviter. Même lorsque je fais ma prière et je vais à la messe, etc., et je fais les bonnes œuvres, c'est en fin de compte parce que je désire aller au ciel plutôt que de sombrer aux enfers. Hein? Quand même, il y a cet objectif-là. Et ce gain que j'espère obtenir est donc le minimum. Et normal. Hein? Donc c'est impossible de penser une action quelle qu'elle soit, et donc aussi la gratuité, sans motivation, c'est-à-dire sans l'espoir de gagner un avantage quelconque. Et ceci donc écarte la difficulté soulevée de manière célèbre par le sociologue français Marcel Mauss il y a une centaine d'années, lorsque Mauss insistait que voilà, le don, strictement parlant, ça n'existe pas. Il voulait dire voilà, la gratuité dans le sens, voilà, il y a juste un don, il n'y a aucune contrepartie, ça n'existe pas. Oui, ça n'existe pas dans le sens qu'il n'y a pas vraiment un objectif, il n'y a pas d'objectif qui est poursuivi. Ça n'existe pas, effectivement. Mais le don existe dans le sens où il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas de paiement. Ça c'est donc la nuance, c'est-à-dire le don, la gratuité, se définit non pas par les fins, elle se définit par les moyens. Donc nous n'obtenons pas d'autres moyens en échange du service que nous rendons ou du bien que nous fournissons. Une dernière difficulté, c'est donc d'insister sur le fait que chaque activité humaine va de pair avec ce que les économistes appellent un coût d'opportunité. Donc il y a toujours quelque chose à laquelle je renonce en faisant quoi que ce soit. Donnant ma conférence ce soir ici devant vous, donc je renonce à un restaurant à 8 heures, rentrer à Angers ce soir, oui, considérant tout cela, vous ne me payez pas beaucoup, hein. etc., etc. La même chose pour vous, donc en étant ici présent ce soir, vous renoncez à certaines activités que vous aurez également pu poursuivre, etc. Donc il y a toujours un coût d'opportunité. Et la gratuité ne peut donc pas impliquer l'absence de coût d'opportunité. Elle est toujours coûteuse. Toujours coûteuse au moins dans ce sens-là. Bon, maintenant la question est de savoir, gratuité dans ce sens-là, quel rôle est-ce qu'elle joue en dehors des associations? Et comment est-ce que les économistes ont réfléchi dans le passé sur la production de la gratuité? Quel rôle est-ce qu'elle a eu dans la réflexion? Là, un exemple célèbre, un
un économiste célèbre qui est donc au cœur des préoccupations de l'Institut Copé, et Frédéric Bastiat. Donc justement, Bastiat a mené une réflexion approfondie sur la gratuité, sur laquelle je vais donc revenir dans un instant. Mais d'abord, considérons quelques exemples de la production de services gratuits et de biens gratuitement fournis par des entreprises, non pas par des associations. L'exemple le plus important que nous connaissons tous aujourd'hui, c'est évidemment l'Internet. Donc l'Internet, évidemment, ce n'est pas complètement gratuit dans le sens où il faut avoir une connexion à Internet, donc il faut payer un fournisseur d'accès à Internet, mais parfois ce n'est même pas nécessaire. Lorsque vous êtes donc, élève d'une université ou d'une école, vous avez souvent accès sans paiement à l'Internet. Et qu'est-ce qu'on trouve sur Internet? On trouve tout un royaume de la gratuité. Il y a des logiciels qu'on peut utiliser sans paiement, à partir des jeux jusqu'aux machines de recherche, etc. Il y a tout un univers d'informations auquel on peut accéder. Il y a des analyses sur quasiment tout problème de la vie. Il y a des encyclopédies, etc., fournies gratuitement. Il y a des logiciels qui s'appliquent à des problèmes plus ou moins particuliers, qui sont souvent fournis sans le moindre coût. On peut les télécharger. C'est évidemment un exemple qui est sous nos yeux, qui nous est tous familier, et donc qui crée tous ces biens-là. Souvent, ce sont des entreprises. Parfois, ce sont des associations. Parfois, ce sont des individus qui font du volontariat. Donc, c'est une association d'une personne, pour ainsi dire. Mais souvent, ce sont des entreprises. Qui est-ce qui a créé donc Google? Google, c'est donc une entreprise. Comment est-ce que se finance? Elle se finance par les recettes de publicité. Uniquement. Il n'y a aucun frais encouru par les utilisateurs. Les entreprises qui créent des logiciels, de jeu, mais aussi de recherche, d'analyse, etc., sont des entreprises qui le font, ils les mettent à la disposition du public. Parfois, c'est avec une vision stratégique. Au début, donc, Microsoft a donc diffusé largement et généreusement ces logiciels de traitement de texte, Word, etc., dans le but de pénétrer le marché, rendant les utilisateurs accros aux produits Microsoft pour finalement les faire payer. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Mais pendant le temps d'essai de lancement de ces stratégies-là, c'était non payant. Non payant. Et encore aujourd'hui, si vous avez votre ancien logiciel Word, que vous avez téléchargé quelque part, etc., c'est essentiellement gratuit, créé par une entreprise. Puis il y a des entreprises qui soutiennent évidemment des associations, etc., dans un but souvent de publicité, etc. Mais il y a aussi des entreprises qui, par exemple, fournissent des services essentiels à la communauté dans laquelle elles s'implantent. Il n'est pas inhabituel que les entreprises qui mettent en place un siège social ou un lieu de fabrication améliorent tout le quartier. Il n'y a pas seulement le bâtiment dont elles ont besoin, mais il y a également amélioration des routes, il y a des pavés qui sont créés, etc., pour les gens qui se promènent dans la rue. Il y a des crèches qui sont créées, des écoles. C'est un peu moins fréquent en France, mais dans les pays du tiers-monde, c'est assez fréquent. Ce sont les entreprises qui rendent ces services essentiellement gratuits pour les résidents du place. Donc les entreprises font ça. Donc la gratuité déjà joue un rôle important dans l'économie. Mais il y a d'autres égards qu'on peut donc évoquer ici, et il nous amène à deux économistes qui me sont très chers. D'un côté Frédéric Bastiat, et d'un autre côté Ludwig von Mises. Alors parlons un petit peu de Bastiat et de Mises. Bastiat, comme je vous ai dit, a donc mené une réflexion importante sur le rôle de la gratuité. Selon Bastiat, tous les services dont nous bénéficions, et donc il y a une conception large de services, donc par exemple un livre, c'est un service. C'est un service lorsque vous êtes acheteur d'un livre, on vous rend un service parce qu'il y a quelqu'un qui a donc créé le livre physiquement, il y a quelqu'un qui l'a écrit, etc., etc. Il y a des gens qui font la diffusion de cet ouvrage, il y a donc des services qui sont rendus. Il y a un objet physique qui est au centre de tous ces services, mais en fin de compte, ce sont toujours des services. Or, les services ont deux
origines. Il y a les services rendus par les personnes, il y a les services rendus par la nature. Les services rendus par les êtres humains d'un côté, les services rendus par les forces de la nature d'un autre côté. Donc ici, on a donc les forces de la nature. Il y a par exemple du papier. Ce n'est pas l'homme qui a créé ça, c'est donc la nature. Il y a des arbres qui ont poussé, peut-être l'homme qui a planté les arbres. Hein, mais la croissance elle-même ne dérive pas de l'homme. Ce sont les forces de la nature qui sont ici à l'œuvre. Or, donc selon Bastiat, les forces de la nature sont toujours gratuites. Il ne faut pas payer la nature. Il faut juste se donner la peine de ramasser ces services, ramasser par exemple les fruits, ou de canaliser les forces de la nature en créant un canal par exemple, ou une centrale d'eau, etc. Coupant le papier de manière qui est convenable aux besoins de l'homme. Mais la nature elle-même ne demande pas de compensation. Il ne faut pas payer la nature, il faut uniquement payer les gens qui se donnent la peine donc, de canaliser les forces de la nature. Donc seuls les services rendus par les êtres humains sont vraiment onéreux. C'est donc ces services-là qui créent de la valeur. Les services rendus par l'homme ont de la valeur. Il faut les payer. Les services rendus par la nature sont gratuits. Qu'est-ce que ceci implique? Ceci implique que donc plus l'homme réussit à canaliser, donc à mobiliser les forces de la nature et les substituer à la place du travail humain, plus grand devient la part de la gratuité et plus petit devient, relativement parlant, la partie onéreuse. Donc une économie croissante fournit toujours plus de services, toujours plus d'utilité, toujours plus de services, mais la partie qui doit être payée reste quasiment constante. Et donc, une économie croissante fournit donc une gratuité grandissante. Quelles sont les forces de la croissance? C'est donc en particulier, selon les économistes classiques, c'est l'épargne. C'est donc l'effort de l'épargne, l'accumulation du capital. L'épargne nous met en position donc, de nous nourrir pendant le temps de production consacré à des biens, non de consommation, mais des biens de production, que nous ne pouvons pas consommer, puisque nous ne pouvons pas les consommer, mais il faut bien survivre le temps de production. Et cette survie est assurée par l'épargne. C'est le rôle de l'épargne, c'est un fonds de subsistance, donc dans la pensée des économistes classiques. Donc plus grande est l'épargne, plus grand est le temps qu'on peut donc consacrer à la production de moyens de production. Donc plus productif devient par la suite l'effort de production. Donc en fin de compte, une épargne grandissante entraîne une production grandissante de biens de consommation. Et la quantité de travail impliquée dans ce processus plus productif est toujours la même qu'auparavant. Donc on paye, la valeur n'a pas augmenté, on paye toujours la même partie onéreuse, et la partie gratuite augmente sans cesse. Donc une économie croissante, croissance économique, et dans la réflexion de Bastiat, une économie où la gratuité augmente incessamment. Une belle vision de l'économie. Et c'est cette vision-là qui est donc inspirée donc, un des prédécesseurs du pape actuel, à savoir Léon XIII, donc, qui est donc, à l'origine de la doctrine, de ce qu'on appelle aujourd'hui la doctrine sociale catholique. L'autre économiste dont je voulais vous parler était Ludwig von Mises. Donc Mises, il y a un élément dans sa réflexion qui a beaucoup impressionné ses successeurs, et en particulier aujourd'hui encore George Huysmans, un économiste américain. C'est l'idée suivante. Donc Mises insiste sur le fait suivant. Il dit, voilà, lorsque nous réfléchissons sur la différence entre une économie communiste et une économie de marché, nous trouvons donc la différence essentielle est la propriété collective des biens de production. Dans une économie de marché,
ce sont les particuliers qui sont les propriétaires des machines, des installations, des véhicules, etc. Donc les moyens de production. Dans une économie collectiviste, communiste, nazi, etc., c'est toujours la collectivité représentée par l'État, le comité central, le politburo, etc., c'est le Führer, qui est donc la propriétaire de l'ensemble des moyens de production. Mais il serait faux, disait donc Mises, d'inférer de ceci que dans une économie collectiviste, les biens de production ne servent qu'à leur propriétaire. Dans une économie de marché, les biens de production ne servent qu'à leurs propriétaires. Donc, dans une économie de marché, elle serait de quelque manière critiquable par le fait que tous les moyens de production sont dans les mains privées et donc sont censés rendre les services uniquement à ces particuliers. C'est donc faux. Pourquoi? Parce que les biens de production, précisément parce qu'il s'agit de biens de production, ne servent qu'à produire des biens de consommation. Et les biens de consommation ne peuvent pas être tous consommés par les capitalistes. Dans une économie de marché, donc, ce sont des biens qui s'adressent à la multitude, toujours en masse des peuples. Donc une entreprise comme L'Oréal, et j'y pense parce que je voulais revenir sur Madame Bettencourt, une entreprise comme L'Oréal, donc, elle produit donc, des articles de beauté, etc. Qui consomme ces articles de beauté? Est-ce Madame Madame Bettencourt? Est-ce Madame Bettencourt? Non. Alors elle a besoin peut-être donc de 2 ou 3 rouge-lèvres particulièrement luxueux, exclusifs, etc. Mais elle ne va pas utiliser les millions de rouge-lèvres et de ciseaux, etc., qui sont produits par sa société. C'est impossible. Donc tous les moyens de production qu'elle possède légalement ne lui servent en fin de compte pas à créer, à s'enrichir uniquement elle-même. Cette propriété-là ne sert qu'à procurer des services à la multitude, à la masse des consommateurs. Donc à cet égard-là, il n'y a pas la moindre différence entre une économie collectiviste et une économie de marché. Dans les deux cas, les biens de production rendent des services aux masses et pas uniquement à telle ou telle personne. Et donc, quel est le rapport avec la gratuité? Évidemment, donc cette propriété, il est impossible de la canaliser de telle ou telle sorte qu'elle procure des services uniquement à ses propriétaires. Donc forcément, ils sont quasiment forcés donc, de rendre les services à des gens qui n'ont pas eux-mêmes fait le moindre effort pour constituer l'épargne nécessaire à donc, créer tout ce capital. Donc moi, en tant que consommateur donc, qui achète des rouges-lèvres et des eau de Cologne, etc., à la limite, je n'ai épargné aucun sou. Je n'ai pas fait la moindre contribution à créer des biens des usines, les machines, etc., qui sont pourtant nécessaires à la fabrication efficace de tous ces biens. Tout cela m'a été donné par les efforts d'autres, et je ne donne pas de contrepartie. C'est-à-dire, je paye bien un prix, mais comme le disait Basquiat, je paye uniquement la partie onéreuse, c'est-à-dire la partie qui est donc due aux efforts humains, pas la partie qui dérive de la nature. Donc, dans la réflexion des économistes classiques, et en particulier donc, ceux de l'école française, mais aussi de l'économie autrichienne, la gratuité ne pose aucun problème. La gratuité est un fait éminent de la réalité économique, des activités économiques. Il ne faut pas se soucier de la gratuité. Elle sera produite de toute manière, d'une manière ou d'une autre. Elle fait partie du jeu du marché, pour ainsi dire, même si on ne l'appelle pas expressément. Dans d'autres écoles de pensée économique, la chose est bien différente. En particulier donc, dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'école néoclassique, il y a toute une théorie autour de ce qu'on appelle les externalités. Donc, les externalités sont donc des effets bénéfiques ou détrimentaux qui résultent d'une activité et pour lesquels il n'existe pas de compensation. Donc il existe des externalités négatives. Donc j'ai une usine qui est donc propulsée par une petite centrale de charbon,
Donc il y a des émissions, et ces émissions polluent donc l'environnement, et je ne paie pas. Je ne paie pas le coût des dégâts donc, qui sont créés par mon activité. C'est donc une externalité négative. D'un autre côté, il y a des externalités positives. Je protège mon pays par ma garde républicaine ou quelque chose comme ça, hein, ou par la présence d'une unité militaire armée, etc. Mais il y a quasiment personne qui est censé cotiser les services de cette unité, de cette brigade militaire. Donc, puisque ces gens-là ne sont pas payés, ils vont sous-produire leurs produits. Il va y avoir un manque de production de ce bien de sécurité, de protection, et c'est pour cela qu'on a besoin de l'État. L'État doit donc corriger le jeu du marché, il doit se substituer à la place de ce producteur et proposer les services d'une armée. Les services de police, services des cours, assurance sociale, sécurité sociale, etc. Hein, tous les produits là qui sont bien utiles, qui seraient consommés, mais qui ne sont pas produits dans une quantité suffisante parce qu'on ne les paye pas. Personne, c'est peut-être exagéré, trop peu de gens cotiseraient une assurance chômage, donc l'assurance chômage n'existerait quasiment pas dans une économie de marché complètement libre. Donc, il faut que l'État se substitue à ce manque qui est laissé, à ce créneau qui est laissé dans le marché, et crée ce bien par la force, c'est-à-dire par des impôts et autres paiements forcés. De même, l'État doit donc imposer des pénalités aux entreprises qui créent des externalités négatives, donc en leur imposant donc des impôts plus élevés, donc pour les faire payer, compenser pour la pollution qui est créée, etc. Donc, dans cette approche néoclassique, il y a un souci éminent à ce qu'il n'y ait rien de gratuité. Donc, je vais laisser de côté maintenant donc, les externalités négatives et me focaliser sur les externalités positives. Il y a donc des services qui sont rendus, mais qui ne sont pas payés assez. Donc, le bien est sous-produit. Et il faut qu'il soit exactement donc, compensé à sa valeur. Hein, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose comme gratuité, il faut qu'il soit payé exactement à sa valeur, et donc ce n'est pas le cas dans une économie de marché libre, donc l'État doit le faire à sa place. Ici, donc, je ne vais pas aller dans beaucoup de détails, mais simplement donc, évoquer que du point de vue des économistes classiques, toute cette analyse-là est erronée. Donc déjà, elle part d'un point de départ qui est erroné, qui est donc la notion a priori, maintenant a priori dans le mauvais sens, qu'il doit y avoir nécessairement égalité entre la compensation et le service rendu. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Pourquoi est-ce que je ne suis pas en tant que producteur libre de procurer des services supplémentaires par rapport à ce que j'ai procuré l'année dernière et me faire payer moins ? Pourquoi est-ce que je ne suis pas libre de le faire ? Et souvent, les entreprises le font, lorsqu'elles peuvent baisser leurs coûts, donc elles vendent plus que l'année dernière, et vendent tout à un moindre coût. Hein, donc c'est une forme de gratuité, si vous voulez. Pourquoi est-ce qu'on devrait insister sur ce point ? Deuxième problème, c'est évidemment le problème de la mesure. Tout ce que j'ai dit jusqu'ici, c'est donc une belle construction théorique. Ça sonne vrai intuitivement, oui, il faut payer les biens à leur juste valeur. Mais qu'est-ce qu'on sait en fait de cette juste valeur ? Comment est-ce que je sais ce que vaut tel et tel service ? Sans avoir eu la patience d'attendre et de voir les prix que les gens payent effectivement sur le marché. Donc dans l'économie autrichienne, de l'école autrichienne, il y a donc ce principe qu'on appelle le principe de la préférence démontrée. C'est uniquement par les choix effectifs observables des citoyens, des participants au marché, que je peux avoir une idée de ce que vaut monétairement un produit. S'il n'y a personne qui paie un tel ou tel prix, mais comment est-ce que je peux dire que le livre, il vaut, certainement il vaut 1000 euros, hein, c'est le mérite intrinsèque, etc. Mais si personne ne paie ce prix-là, alors comment est-ce que je peux dire que le livre vaut ce prix ? Donc, c'est donc le problème. Et à ce moment-là,
Donc on a un grand problème pour cette théorie-là, parce que justement on est un peu dans le flou. Qu'est-ce qu'on sait en fait de la question, est-ce que le bien est sous-produit ou non? Troisièmement, et ça c'est le plus grand problème, c'est que la question elle-même fait preuve donc d'un manque d'éducation économique. Keynes disait une fois, dans un passage célèbre de son livre « La fin du laisser-faire », publié en 1925, pour mesurer la distance, hein. La fin du laisser-faire, on l'a déjà annoncé en 1925, on n'est toujours pas exactement là. Donc Keynes il disait, tout ce que le marché ne produit pas, l'État devrait le produire. C'est sa définition pour la mission de l'État. L'État devrait produire tous les biens et tous les services que le marché ne crée pas volontairement, ne crée pas spontanément. Ceci, mesdames et messieurs, est une des plus grandes bêtises jamais écrites. Ça manque, c'est vraiment la démonstration d'une absence complète d'éducation économique. Pourquoi est-ce que le marché ne produit pas tel et tel service? Mais parce que les moyens qui sont à notre disposition, le travail, le capital, les matières premières, les biens intermédiaires, etc., sont déjà absorbés par d'autres projets. Pourquoi est-ce que ces autres projets sont réalisés et pas celui-là? Et parce que ces autres projets sont censés être plus importants que ce qu'on ne fait pas. Donc si l'on dit, voilà, l'État devrait faire ce que le marché ne fait pas, c'est un appel au gaspillage. En fait, c'est ça. Faites ce que le marché ne fait pas, mais ça veut dire utiliser les ressources d'une manière qu'intéresse personne. C'est pour cela qu'il a appelé à la création de pyramides, etc. Les pyramides, il a beaucoup apprécié les pyramides des Égyptiens. Ça ne fait rien si personne ne s'intéresse, mais voilà, l'État devrait faire ce que les autres ne font pas. Voilà. Évidemment, donc ça c'est une mauvaise forme de la gratuité des mots et pas des biens économiques. Donc, il est, pour les trois raisons que j'ai évoquées, donc, toute la théorie des externalités positives s'effondre. Donc, elle n'est simplement pas tenable à la lumière de la logique élémentaire et donc de tout ce que nous savons sur les principes économiques. Et ceci m'amène donc à la dernière question. Maintenant, j'ai déjà parlé beaucoup plus longuement que je le voulais. Dernière toute petite réflexion. En revenant donc sur la question initiale. La question initiale, c'est de savoir donc comment est-ce que la gratuité de l'économie est promue, comment est-ce qu'elle est diminuée? Est-ce qu'il y a une vérité dans ces perceptions donc, des papes qui voit que le domaine de la gratuité est écrasé entre les pôles du marché d'un côté et de l'État d'un autre côté? Je crois qu'il y a un fond de vérité là-dedans. Donc, à la lumière de ce que nous dit Bastiat et Mises, on comprend, voilà, il y a une part de gratuité même dans les activités qui sont faites pour le profit, et cette partie gratuite est grandissante avec l'accumulation du capital, essentiellement, mais aussi pour d'autres raisons. Maintenant, mais il y a aussi les forces au contraire qui réduisent la gratuité. C'est certainement d'un côté l'imposition par l'État. Donc moins il y a donc de richesse de la part des particuliers, mais moins on est généreux avec ces autres activités. Je suis toujours frappé par le contraste entre les églises en France et les églises aux États-Unis. En France, tout le monde parle de la solidarité, fraternité, etc. Et lorsque vous regardez la quête le dimanche, là, il n'y a rien dans le panier. Tandis qu'aux États-Unis, quand même, les gens sont très très généreux. Dans la petite paroisse où j'étais avant d'arriver en France, ils ont récemment refait leur église, ils ont construit un nouveau bâtiment, et tout cela a été financé en espèces en 3 ans. Simplement par des donations du monde inimaginables, ici, inimaginables. Et une raison, c'est donc en France, le monde s'attend à ce que l'État fasse tout. Donc ça réduit la motivation, réduit la générosité, parce qu'on se croit toujours dupe lorsqu'on donne. Oui, pourquoi est-ce que moi j'ai donné? Il y a quand même des autorités qui sont censées faire ce sale boulot. Donc il y a ça.
Et puis, il ne faut pas oublier non plus, et c'est donc mon sujet de prédilection que j'évoque dans ce livre, et sur lequel Pascal Salin va vous dire beaucoup plus, il ne faut pas oublier l'influence perverse exercée par notre système monétaire actuel. Donc, lorsqu'on a une monnaie qui est en inflation permanente, qui crée donc une perte continuelle du pouvoir d'achat de notre épargne, et surtout, maintenant, je parle des gens les plus simples. Vous êtes tous investis sur les marchés financiers, etc. Vous êtes très futés, donc vous allez préserver peut-être le pouvoir d'achat de votre épargne. Mais il y a beaucoup de gens, quand même, et c'est l'écrasante majorité, qui détiennent l'essentiel de leur épargne dans les livrets A et les comptes courants. Pauvres eux. Parce que dans une économie où la monnaie perd son pouvoir d'achat constamment, l'argent fond dans les comptes bancaires. On nous propose maintenant une rémunération de 1,5%, 2%. Avec un taux d'inflation de 3%, ça c'est vraiment une magnifique affaire. Donc alors, quelle est la conséquence? Mais la conséquence, pour moi, est claire. C'est que les gens ils commencent à se soucier, ils sont plus rassurés dans leur épargne, etc. Donc ils commencent à devenir pingres. On se fait des soucis. On retient plutôt que de donner librement et gracieusement. Et c'est ceci crée donc laisse donc une marque sur le caractère national, à la fois en France, en Allemagne aussi, qui n'est pas forcément beau. Et donc, pour réfléchir sur le rôle de la gratuité, etc., donc c'est la conclusion. Donc, il faut donc parfois remonter dans l'analyse causale quelques étapes qui peuvent donc atteindre des éléments auxquels on ne pense pas au premier abord. Donc, par exemple, la politique monétaire. Voilà, je vais en rester là. Excusez-moi la langue. Ça, c'est un péché professionnel, un handicap professionnel. On parle toujours plus longuement qu'on le voulait. Voilà. Merci. On va... On peut prendre le temps de discuter un petit peu. Donc, si vous voulez faire une remarque ou poser une question, apporter un complément de réflexion, n'hésitez pas. Vous pouvez lever le doigt comme on fait à l'école. Oui, souvent, on oppose altruisme et égoïsme. Il me semble que l'altruisme, c'est le fait de tirer la satisfaction du bonheur des autres. Dans ce cas, le contraire de l'altruisme, ce serait de tirer la satisfaction du malheur des autres. Donc, ce ne serait pas tout à fait de l'égoïsme. L'égoïsme, c'est pas ça. C'est plutôt tirer la satisfaction de son bonheur à soi. Donc l'opposé serait plutôt le sadisme ou quelque chose comme ça, je pense. Enfin, voilà. Parce que souvent on oppose altruisme et égoïsme et ça me paraît pas juste. C'était normal. Oui, c'est pas toujours facile de définir ces termes. Et toute définition risque d'être un petit peu arbitraire. Donc j'ai défini la gratuité par rapport aux moyens et je crois que c'est la seule définition cohérente qu'on peut donner parce que dès qu'on parle des fins ultimes, par exemple, lorsque je veux du bien pour tous les Allemands qui vivent en France, voilà. Est-ce que c'est un objectif altruiste? Peut-être que je suis juste un salaud de nationaliste, etc. Et tous les autres, voilà. Donc c'est un objectif tout à fait égoïste à ce moment-là, même s'il est caché, déguisé dans quelque chose qui apparaît être altruiste. C'est pas facile de définir ces termes par rapport aux fins ultimes. Il y a l'autre difficulté qui concerne également le choix des moyens. J'ai donc des objectifs altruistes, mais je ne vais rien faire moi-même pour contribuer à ces fins. Je trouve que les mendiants, tous les gens, les immigrants, tous les gens pauvres devraient être donc alimentés par mes amis, par mes voisins, etc. Donc je les fais payer, et s'ils ne veulent pas payer, j'envoie la police. Est-ce que c'est vraiment de l'altruisme? J'aurais du mal avec cette définition. Une question, comment est-ce que Hayek applique l'information à la charité? Comment est-ce qu'on peut être mieux informé sur le bonheur des autres en donnant l'information? Je ne saurais pas où chercher où Hayek aurait abordé cette question. Est-ce que vous avez un... Non, c'est une question. Non, Il n'a pas abordé la question. Comment est-ce qu'on pourrait l'aborder,
En tout cas, ce serait à ce moment-là un texte que j'ignore. Hein. Voilà. Je connais déjà à l'université. Et d'autre part, j'aurais voulu que vous nous aidiez quelque part à faire la distinction entre l'égoïsme et l'égocentrisme, surtout dans notre société à l'heure actuelle. Et ça pourrait être intéressant justement de différencier avec profondeur justement ces deux termes. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais allez-y, alors quelle pourrait être la différence selon vous? À mon sens, effectivement, la plupart des gens, naturellement, je me mets dans le lot, en ce qui concerne l'égoïsme, parce qu'on a tous nos problèmes personnels, professionnels, l'anxiété, dont vous parliez, finalement. En dépit de tout ça, je pense qu'effectivement, l'égocentrisme ronge de plus en plus la société et devient affligeante quelque part. Parce qu'il est normal de s'inquiéter pour son sort, le sort de ses proches, de son entourage proche, bien sûr personnel, professionnel. Après, est-ce qu'on peut limiter les dégâts de l'égocentrisme? Oui, vous voyez, alors ça sonne tout à fait plausible pour moi, ça sonne très plausible, mais j'aurais du mal d'un point de vue économique de faire la distinction. Hein. Donc peut-être on pourrait argumenter, voilà, il y a un enjeu économique parce qu'il s'agit donc dans tout ce que je fais de rechercher un certain équilibre entre mes différents objectifs. Donc je dois m'occuper de moi-même, je ne peux pas me négliger moi-même complètement, voilà. Donc il doit y avoir un équilibre entre toutes mes activités, toutes mes préoccupations, etc. Donc on peut être excessivement préoccupé de soi-même, excessivement préoccupé des autres. Mais quelle est la bonne proportion? Ça, je crois, on ne peut pas le dire d'un point de vue économique. Parce qu'effectivement, la barrière est assez fine, quelque part, dans la mesure où, naturellement, il faut s'occuper de ces activités, et après, ne pas non plus oublier qu'on vit en société. Voilà. Ce que je voulais entendre, surtout dans cette distinction d'égoïsme et d'égocentrisme, qu'il ne faut pas non plus être auto-centré sur soi-même. Après, peut-être que... Et là, vraiment, je ne crois pas qu'il y ait de règle générale, c'est vraiment quelque chose qu'il faut donc définir pour chaque personne, et probablement non seulement pour une personne, mais pour un moment précis de sa vie. Auriez-vous peut-être une réponse à apporter sur cette dérive? Oui, alors je crois, effectivement, oui, je crois qu'il y a voilà, et je crois que les institutions jouent quand même un rôle très très important et reflètent donc sur notre comportement. Donc, lorsque vous avez des influences, donc des institutions mauvaises dans une société, et je crois que les banques centrales, par exemple, sont une institution très mauvaise, et créent une influence dans cette direction-là, qu'il y ait un excès de préoccupation avec soi-même par rapport à ces autres choses. Ceci l'anxiété, je t'avais juste en soulignant l'anxiété, je pense, majeure, et que les problèmes que nous connaissons tous ici dans cette mouvement, ou pas. Je n'ai pas compris la question. L'anxiété, la peur de l'avenir, qui pousse à se fermer sur soi au lieu de s'ouvrir au monde. En dépit de la mondialisation, les gens ont une certaine perte d'identité, donc il y a la peur de se faire avaler par la mondialisation. On va peut-être passer à une autre question, parce qu'il y a d'autres gens qui voudraient parler. Oui. Merci. Oui. On va revenir sur ce que vous avez dit sur la gratuité due aux entreprises. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le don vient de l'individu. Et Friedman dit bien dans un article que, en fait, tout ce qui est responsabilité sociale des entreprises, qui va permettre d'aider, donc, comme vous dites, les quartiers, etc., vont forcer les personnes qui sont dans des entreprises à faire des choses qui sont peut-être contre leurs idées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en soi, on fait un don qui n'est pas en rapport avec l'individu de l'entreprise, qui est dans l'entreprise, parce qu'il y a plusieurs individus qui construisent une entreprise. Donc à partir de ce moment-là, on leur vole de l'argent en soi, parce qu'on prend, pour pouvoir construire ce type de projet, des coûts sur certaines choses, qui va être par exemple la communication d'entreprise, etc., en demandant à des personnes qui ne sont peut-être pas d'accord avec ces différents dons, de suivre. Et donc là, c'est plus un principe collectiviste et non plus individualiste. Donc en fait, j'ai pas compris. Alors, donc
vous pouvez donner un exemple. Donc, vous êtes employé d'une entreprise, par exemple, c'est ça? Employé d'une entreprise. Donc je suis employé d'une entreprise, l'entreprise produit des lampes. Je hais les lampes, c'est ça? Voilà, d'accord. Je- Non, en fait, Oui. vous êtes dans une entreprise, elle produit des lampes. Oui, Donc cette entreprise décide de créer un développement oui, autour du quartier. oui, La personne, donc ça va coûter, ça va faire un certain coût. oui, Et ce coût, il va être pris par exemple sur les salaires, oui, etc. oui. Et les personnes qui sont dans l'entreprise sont forcées de faire ce don qui est contre leurs propres idées. Oui. C'est ce que je veux dire. oui. Donc c'est plus très libéral comme façon de penser l'économie. Oh, mais écoutez, donc l'entrepreneur, il est là en face de ses employés. Il va dire, voilà, vous étiez d'accord de travailler pour moi à ce tarif-là, vous avez signé, vous êtes libre de me quitter. Oui, mais les projets qui arrivent après, oui, mais après le marché, comme Oui, c'est vrai. Alors, leur compensation aurait pu être plus élevée encore, mais je veux dire, c'est toujours comme ça. Mais moi, je travaille pour l'université d'Angers, il me paye 1 million d'euros par mois. C'est bon, hein, je serais plus heureux encore si ce serait 4 millions. Hein, mais je vais rester également pour 1 million. Donc, même si l'université commence à monter les crèches, etc., je vais toujours rester. Je vais peut-être grandir un petit peu lorsque je suis très, comment est-ce qu'on dit, envieux. Hein, parce qu'il y a d'autres qui ont des avantages. On vient en principe d'imposer un don. Oui, mais Oui, c'est la C'est l'actionnaire, non? C'est l'actionnaire qui donne. Est-ce qu'on peut pas justement, ce qui est dit, n'est pas une distinction entre le don et la gratuité? C'est-à-dire que ce qui est gratuit peut servir à poursuivre un intérêt. Aujourd'hui, les entreprises, pour leur communication, il faut qu'elles aient une fondation, une action écologique. Ce n'est pas forcément la pensée de leurs employés. Peut-être ça la distinction qui peut être faite. La gratuité n'est pas forcément dénuée d'intérêt dans cet exemple donné. Mais c'est l'actionnaire qui donne de toute façon. bon, c'est encore un cas particulier. Je l'avais laissé de côté dans mon exposé. Parce qu'à ce moment-là, c'est vrai, ce ne serait plus la gratuité, le don, etc. Ça ferait partie des coûts de production. Donc, par exemple, vous voulez vous implanter quelque part et il faut qu'il y ait la tranquillité dans le quartier. Donc, vous ne voulez surtout pas être dérangé. Donc, il vaut mieux que vous montiez une ou deux crèches, hein, etc., et que vous souteniez les associations sportives locales, etc., pour ne pas avoir la démonstration, la manifestation devant les portails de l'entreprise toutes les semaines. Ça, c'est autre chose, c'est un coût de production. D'accord? Ce n'est pas ça que j'avais à l'esprit, mais ça existe certainement aussi. Hein. Oui. Dans votre conclusion, vous êtes parti sur la vision du pape selon lequel le marché d'un côté, l'État de l'autre enferme peu à peu les associations, etc., le milieu charismatique. Sur la conclusion, il me semble que vous avez conclu sur d'un côté effectivement l'État qui grossit et de l'autre côté le système monétaire qui est pervers. Mais le système monétaire, on pourrait dire que s'il est pervers, c'est aussi l'État. Donc j'ai pas bien vu dans votre conclusion la partie privée quelque part. Oh, oui, alors, évidemment, l'économie de marché qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas une économie complètement libre, c'est un régime économique interventionniste. Hein. Donc, c'est une des difficultés soulevées par le mot capitalisme, parce qu'on ne parle jamais de la même chose. Hein. Tous nos amis sur la gauche, etc., lorsqu'ils pensent capitalisme, ils parlent justement d'un système économique qui souffre de ce que nous savons sur les interventions économiques. Hein. Donc c'est vrai, hein. Non mais c'est justement, mais cet écrasement vient précisément du fait que l'État intervient dans l'économie et donc force ou donne des incitations aux entreprises de se comporter de telle et telle manière, en écrasant donc les activités associatives. Oui. Oui, vous n'avez rien dit sur les entreprises ou les entités qui exploitent cette tendance que nous avons à faire des dons par les églises, etc. Est-ce que ces entreprises-là rentrent dans la logique du profit ou bien est-ce qu'elles ont d'autres objectifs? Comment vous les classez? Alors, je dirais par définition,
Alors si on dit, voilà, il y a une entreprise qui exploite notre disponibilité pour faire des dons, etc., par définition, elle poursuit l'objectif du profit. Par définition. Et certainement, ça joue un rôle assez considérable lorsque je considère ma boîte mail avec toutes les sollicitations de la journée, etc. Oui, évidemment, ça joue un rôle plus ou moins important. Vous diriez ça de Wikipédia, par exemple? Wikipédia, je ne trouve pas qu'il soit agressif. Non, alors dans le cas de Wikipédia, j'ai l'impression que il peut y avoir, puisqu'il y a des millions de gens qui collaborent avec Wikipédia, donc leurs motivations peuvent être différentes, mais dans la très grande majorité, je crois qu'il y a cet esprit de volontariat qui est à l'œuvre. Pour être plus précis, les églises, par exemple, sont des entreprises qui cherchent à maximiser leur profit. Dans certains cas, oui, c'est certainement. On a l'impression que c'est une motivation importante. Oui. Mais ça, encore, puisque ce sont des organisations avec des millions de personnes, parfois des milliards, donc forcément, vous avez une grande multitude de motivations différentes. Vous avez dans l'Église catholique beaucoup de prêtres, même des évêques, qui ne se soucient pas du tout de l'argent, souvent au détriment de leur diocèse, leur paroisse, etc. Vous avez d'autres qui ne pensent qu'à ça. Hein, donc il y a tout un continuum. Est-ce que ça dépend de l'institution ou bien c'est des cas particuliers? Non, je crois que... Alors, en tant que libéral, les libéraux pensons maintenant, voilà, il n'y a pas d'État. Ça ne veut pas dire que le monde serait parfait. Donc vous aurez toujours des escrocs, etc., hein, donc qui poursuivent donc des activités abusives, à la fois à l'intérieur de l'Église et à l'extérieur. Donc, de toute manière, c'est un fait de la vie. Je voulais faire une remarque sur votre entame sur l'économie sociale et solidaire. Je suis frappée par deux choses. Vous disiez que dans les économies plus libérales, il y a plus de dons que dans les économies plus socialisées comme les nôtres. Et je pense que vous avez raison. Mais je pense qu'on peut aussi dire le contraire. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans notre société, on confond un petit peu ce qui est social, solidaire et ce qui est gratuit. Or, les économies sont bien montrées que gratuit ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'échange, don contre don, etc. Mais moi, j'ai l'impression que dans une société où l'État est tout puissant et taxe tout ce qui bouge, se développe une économie, enfin un système à côté qui est un système de troc qu'on appelle gratuit. Par exemple, on voit se développer chez les gauchistes, je trouve des associations de gens qui échangent des vêtements contre du jardinage, etc. Ces gens-là ne paient pas de taxes, ils ne paient pas de TVA, ils n'ont rien du tout. Et donc je vois se développer contre les fonctions de l'État une espèce de société où les choses sont faussement gratuites, mais en tout cas où il n'y a pas d'argent. Voilà. C'est-à-dire que c'est en dehors des marchés financiers, des capitaux, de l'échange monétaire. Et c'est vrai, l'intervention de l'État provoque l'économie souterraine. Et on le voit surtout dans les... Oui, mais ce n'est pas forcément gratuit, ou disons, c'est pas forcément plus gratuit que ce qui se ferait autrement. Donc il n'y a pas, l'État ne crée pas davantage de gratuité. Non. Donc il crée simplement des activités, il pousse les gens à se lancer dans des activités illégales qui, comme vous le dites, ne sont pas taxées. Oui. C'est intéressant de voir que... Il y a une mode du gratuit en ce moment. Qu'est-ce qui est gratuit? Il y a une mode de la gratuité. Actuellement, on parle que d'actes gratuits, de générosité. Oui, on en parle beaucoup, mais je le vois si peu. Oui. C'est intéressant de voir que c'est fait aussi pour des raisons fiscales. Hein, c'est que ça se prétend économie sociale et solidaire, hein, ça se prétend de gauche, on veut dire, mais au fond, ça permet d'échapper à l'impôt. Voilà. Oui, c'est assez fascinant. Les scopes sont des paradis fiscaux, c'est vraiment les scopes sont des paradis fiscaux. Elles ont un statut juridique spécial pour le gauchisme, il faut que le ministère du Travail donne son aval et exonérer, alors je ne sais plus exactement les détails, mais c'est plus ou moins exonérer de la... Oui, enfin, il y a des lois particulières. Des taxes, c'est incroyable. Oui, alors justement, ce que disent les gauchistes, et ma question c'était là-dessus, justement, c'est qu'eux, ils disent échapper au marché en développant ce genre de système. Et ils invoquent notamment, quand on discute avec eux, ils parlent de solvabilité. Ils disent le problème du marché et du libéralisme en général, c'est que ça ne s'adresse qu'à des gens solvables. Donc est-ce que vous pourriez en dire un mot et mettre cela en rapport avec la gratuité? Ça me paraît intéressant.
Alors, je ne sais pas exactement quel est le sens dans lequel ce mot est utilisé par les personnes que vous avez à l'esprit. Normalement, un économie solvable veut dire qu'on est capable de payer, de rembourser toutes ces obligations. Donc, selon ces gens-là... Selon les gauchistes, le libéralisme s'adresse à des gens qui sont à des gens solvables. solvables, donc ça exclut tout un tas de gens qui n'ont pas les capacités de payer, et donc voilà, c'est une critique classique à gauche. Quand même, il faut dire que par définition, tant que quelqu'un participe sous quelle forme que ce soit au marché, il est solvable. Il n'y a pas de gens l'insolvabilité est un moment passager. Une entreprise qui est insolvable est liquidée. Hein, c'est-à-dire, il y a les anciens, par exemple, dans le cas le plus simple, ce sont les anciens créanciers qui reprennent l'entreprise. Donc à ce moment-là, la dette se transforme en fonds propres et devient d'un coup... Non, mais on parle des particuliers, là, on parle le marché ne s'adresse qu'aux personnes solvables. C'est ça la critique habituelle. Oui, mais tous les gens. C'est-à-dire, aux gens qui ont une propriété, qui peuvent payer. Ils sont capables de payer un service. Ils sont capables de payer. Oui, mais enfin tout le monde est... Alors, chaque personne saine, et certainement à partir de l'adolescence, est capable de payer. On paye avec quoi? On paye avec son travail. Hein, c'est le service plus universel que chacun sait rendre. Il y a des gens, c'est vrai, qui ne sont pas solvables, c'est-à-dire qui ne peuvent pas payer. Ceux qui sont très malades, les handicapés, etc., etc. Oui, donc eux, ils ne pourraient pas survivre, mais dans n'importe quelle société, ils pourraient survivre si on ne s'occupe pas d'eux. Et je ne vois pas pourquoi dans une société libérale, on ne s'occuperait pas de ces gens-là, mais c'est précisément ce que je vois partout. Oui. Donc l'autre problème n'est pas qu'on ne s'occupe pas de ces gens-là, on s'occupe de chacun qui peut bouger, etc., et qui pourrait en fait travailler. On leur donne des incitations à ne pas travailler. L'argument, c'est que le marché ne s'adresse qu'aux personnes solvables, donc les personnes qui ne sont pas solvables sont out. On les laisse crever dans la rue, c'est ça l'argument. Oui, mais en tant que fait, ce n'est pas correct. C'est ce que j'observe. Ce n'est pas correct. Quand on fait un crédit, ceux qui mettront un crédit, alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez à l'esprit les gens qui sont dans la rue, qui sont des mendiants. C'est ça que vous avez à l'esprit? C'est ça l'idée, c'est qu'on laisse l'idée de la critique du capitalisme actuel, c'est que le marché ne s'adressant aux gens solvables, les gens qui ne sont pas solvables sont condamnés à la mendicité, à la misère. C'est ça l'argument. Et il n'y a pas justement l'État pour s'occuper d'eux. Ok, bon, alors. Encore, je répondrai de la manière suivante. Donc, première constatation, celle que j'ai, considération que j'ai déjà présentée. Donc, en principe, chacun est solvable, peut payer. Chacun qui est sain de corps et d'esprit peut payer. Puis, deuxième observation, notre état de santé est entre autres une fonction des institutions sociales, entre autres une fonction de la présence de l'État. Si l'État nous donne des incitations, par exemple, à ne pas nous former à un métier, à ne pas nous former à une profession quelconque, etc., à traîner dans la rue, à consommer excessivement de l'alcool, des drogues, etc., sans avoir à craindre les conséquences, à ce moment-là, il y a malheureusement, pour les gens qui n'ont pas un très fort caractère, il y a des incitations à le faire. C'est ce que nous voyons. Donc les gens qu'on va dans la rue, maintenant, ruinés à l'âge de 40 ans, 50 ans, etc., sont très largement le produit de ces incitations qu'on leur a fait subir pendant 20 ans, 30 ans, etc. C'est vrai, maintenant, ils sont incapables, ils ne pourraient plus s'intégrer dans le marché du travail. Donc, ils font partie maintenant de ceux-là qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. On est bien d'accord. Hein, donc, je ne dis pas que voilà, ils n'ont qu'à aller travailler, je sais bien qu'ils ne pourraient pas travailler. Donc, on doit s'occuper d'eux. Mais cette quantité-là est donc déterminée d'un côté par les forces de la nature qui échappent à notre contrôle. Quelqu'un naît handicapé, il n'y peut rien. On doit le soutenir. Mais de l'autre côté, ces handicaps ou ces incapacités résultent aussi des incitations que nous créons. Donc dans une large partie, lorsque je vois ce qui se passe dans la rue, etc., dans une large partie, ces pauvres bonshommes et bonnes femmes sont les créatures de notre système d'éducation, de formation et de sécurité sociale. Ils n'ont jamais fait le moindre effort de leur vie, et à l'âge de 40 ans, 50 ans, ils sont incapables de s'occuper d'eux-mêmes. Donc il faudrait réfléchir là-dessus. Et les premiers socialistes, sociodémocrates, c'est peut-être un mauvais mot parmi les gauchos vraiment durs, social-démocrates. Mais les sociodémocrates, ils ont toujours insisté sur ce point. Il doit y avoir sécurité sociale uniquement pour ceux qui ne peuvent pas le faire par nature, de leur propre force. Tous les autres devraient travailler.
Hein, ça allait de soi, c'est-à-dire la fierté de travailleur, c'est quelqu'un qui s'occupe de soi-même et des autres, et pas quelqu'un qui s'attend à recevoir de l'assistance publique. Aujourd'hui, on est quand même traversé tout un chemin, on est loin de cette conception. Et évidemment, on voit le résultat. Mais je pensais que vous alliez nous parler par exemple du mécénat, justement, qui permet de prendre en charge les orphelins, parce que ce que les gauchistes, moi, me disent en tout cas, quand je parle du libéralisme, c'est tout de suite, ah mais si tu étais orphelin, comment tu ferais sans l'État, etc. Parce qu'ils sont dans un mode, effectivement, où le mécénat n'est pas développé. Mais ils n'ont rien vu à part l'État français. C'est ça le problème. Il faut sortir peut-être un peu du pays. Regardez comment ça se fait ailleurs. En Angleterre, au XIXe siècle, l'État était très faible. Les gens avaient quasiment, sans éducation publique et sans sécurité sociale, ils en avaient fini avec l'analphabétisme et avec la misère dans la rue. Par des organisations privées, très centrées autour des églises, en ce qui concerne notamment la sécurité sociale, etc. Mais ça ne venait pas gratuitement, dans le sens que, voilà, sans contrepartie, comme c'est aujourd'hui. Donc là, les gens, lorsqu'ils recevaient, on s'attendait, on leur a fait la morale. Hein. Donc aujourd'hui, on reçoit le chèque et on n'a pas la morale. Donc quelle est l'incitation à changer de route? Mais quand la sécurité sociale était vraiment un système d'assurance, c'était nature, l'essence a changé. Maintenant, tout le monde a droit, tout le monde pas. Mais on peut tout à fait imaginer qu'on le dise pour... Oui, non, mais c'est ce que j'ai dit. Donc vraiment, même au moment où il n'y en avait pas, ces services ont été rendus néanmoins. Donc gratuitement par des organismes privés. Donc à la limite, on n'a même pas besoin de sécurité sociale. Donc c'est vraiment un faux problème. Alain ? Oui. Est-ce que la notion de gratuité n'entre pas en contradiction frontale avec celle d'échange, qui en principe est au cœur des relations humaines? Alors je crois que c'est tellement vrai que par exemple, dans le célèbre roman d'Edward Atlas Shrugged, à la fin, dans cette communauté de résistants à l'étatisme qui s'appelle Atlantis, la devise c'est « il n'y a rien de gratuit », c'est placé sous le signe du dollar, tout ne se passe que par le biais de l'échange. Alors comment sauver la gratuité face à la nécessité de l'échange? Et puis deuxième point, quand on y réfléchit bien, est-ce qu'en dernier ressort, il n'y a pas toujours quelqu'un qui paye? Est-ce qu'il y a réellement de la gratuité? Puis j'avais une dernière petite observation, c'est à propos de cette idée d'une gratuité éventuelle de ce qui est proposé par la nature. Je me demande si elle résiste tout de même à cette observation selon laquelle les êtres humains n'utilisent jamais directement la nature. Ça passe toujours par le biais, par la médiation de la créativité et de l'inventivité humaine, c'est-à-dire qu'il y a eu un travail. Autrement dit, nous ne sommes pas les utilisateurs d'une gratuité spontanée de la nature. S'il n'y a pas, je crois que Spooner l'avait bien démontré, il y a toujours un travail, ne serait-ce qu'intellectuel, de l'être humain qui intervient entre la nature et l'humain. Oui, mais alors pour reprendre les questions dans l'ordre inverse, oui, mais restons sur ce dernier exemple, mais il est bien clair que quand même, la nature procure des services indépendamment aussi de l'intervention humaine. Si je gère par exemple une exploitation agricole, l'année suivante il fait plus beau, les conditions naturelles sont plus propices, j'ai un vendange plus riche, sans que de mon côté il y ait le moindre changement. Donc il y a bien les forces de la nature qui contribuent au produit final. La deuxième question, ou la première, est-ce qu'il y a, c'est bien la question de fond, est-ce que ça existe la gratuité dans l'économie, dans les échanges? Et dans les échanges, évidemment, il y a toujours, par définition, il y a une contrepartie. Si cette année, je vends, donc l'année dernière, j'ai vendu une voiture XY pour 20 000 euros, aujourd'hui, cette année, le producteur la vend à 18 000 euros. Est-ce qu'il nous a donné 2 000 euros? On pourrait dire non, ce n'est pas le cas, c'est simplement le prix du marché a baissé. Cette année, ça vaut uniquement 18 000 euros, il n'y a pas de cadeau. On peut se mettre ce point de vue, et je l'accepterai. Et donc, ce que Basquiat avait à l'esprit avec la gratuité peut uniquement être défini donc dans
dans une perspective diachronique. Il faut comparer deux points de vue, deux points de temps différents, et on peut, c'est peut-être ce que vous avez eu à l'esprit, argumenter, voilà, on ne peut pas comparer ces deux points de vue. Si l'année prochaine, grâce à l'accumulation du capital, je peux créer beaucoup plus de voitures et je les vends à un prix inférieur, ben c'est ce que ça vaut, il n'y a pas de gratuité là-dedans. Et ce n'est pas ce qu'avait à l'esprit Bastiat, parce qu'il a comparé le point de temps ultérieur avec le point de temps antérieur. C'est peut-être faux, hein, mais en tout cas, par rapport à ça, on peut donc définir la gratuité. C'est ce qu'il a fait. La deuxième question, je ne sais plus. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Oui, donc il y a toujours quelqu'un qui paye. Mais ce n'est pas la même chose. Payer dans ce sens général, ce n'est pas la même chose qu'un paiement dans le contexte d'un échange. C'est vrai, lorsqu'il y a un service qui est rendu, un bien qui est créé, c'est toujours quelqu'un qui crée ce service ou le bien. Mais ça ne se déroule pas toujours dans le cadre d'un échange. Je rappellerai tout de même que chez Bastiat, le principe c'est aussi celui de l'échange de services. Tout n'est qu'échange de services. Oui. Donc, même... Dans l'échange, il y a l'échange de services. Mais ça ne veut pas dire que les services sont rendus uniquement dans le contexte d'échange. Quand je fais un don à une association, l'État me rembourse les 2 tiers, sous forme de dégrèvement fiscal, dans la plupart des associations. L'État, bien sûr, fait payer le contribuable. Mais il favorise le don. Parce que, effectivement, si j'ai envie de donner 20 € au Secours catholique, si il n'y avait pas l'État derrière, ça me coûterait 20 €. Là, je me dis, si j'en donne 60, ça me coûtera quand même que 20. Donc, je vais donner 60. Alors, est-ce que c'est une bonne chose, ça, ou est-ce que c'est... Comment vous analysez ça? Pas demander ça à un économiste. Je veux me mettre d'accord avec vous sur l'impact. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, on peut regarder la même chose d'un point de vue inverse. S'il n'y avait pas d'impôt, vous donnerez beaucoup plus. Là, l'État impose un tiers, donc vous donnez moins que ce que vous aurez donné autrement. En tant qu'économiste, je ne peux pas vous dire si c'est une bonne chose ou non. Alors, le seul point de départ, c'est en tant que libéral, je peux dire pour moi, l'optimum, c'est une société avec le peu d'État, aussi peu d'État que possible. Et par rapport à ça, c'est une situation sous-optimale. Une dernière question, Jeanne? Sur la gratuité de la nature, à mon sens, c'est là où les masses sont peut-être devenues vulnérables. C'est quand la nature reprend, je pense, aux grandes périodes de famine, où la gratuité est complètement disparue, même pire, il y a eu une perte. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer aussi dans le sens inverse cette non-gratuité de la nature et cette perte engendrée par la nature? Oui, la nature parfois elle est peindre. Mais c'est justement pour ça que l'accumulation du capital est si importante. L'accumulation du capital ne crée pas seulement des outils, mais elle canalise aussi la nature d'autres manières. Par exemple, il y a beaucoup de végétaux, etc., et des plantes que nous produisons à l'intérieur des serres, ce qui demande un investissement en capital. Donc cette partie de la production, par exemple, est protégée dans une grande mesure contre les variations du temps, etc. Donc nous créons donc des environnements artificiels justement pour réduire les aléas de la nature. Mais ceci demande toujours plus de capital. Mais est-ce que la gratuité de la nature n'entraîne pas une surexploitation de la nature? Une surexploitation de la L'épuisement, nature. Ah, ça, c'est pas la gratuité de la nature, c'est... non. La surexploitation de la nature dérive du fait qu'on ne peut pas donc, bénéficier des services de la nature à l'avenir. Donc on a tendance à surexploiter dans le présent. Et ceci, comme vous le savez, résulte entre autres du code fiscal et aussi d'autres choses. Par exemple, lorsque je pense aux paysans qui maltraitent leurs terres, c'est définitivement le cas, mais pourquoi est-ce qu'ils le font? Parce qu'ils sont les propriétaires de leur terre uniquement dans un sens très limité. Ils doivent à chaque moment craindre l'expropriation, etc. Donc ils n'ont plus l'ancrage et la connexion avec les terres qu'ils cultivent que leurs ancêtres l'avaient eu il y a 100 ans. Oui, mais là, donc ils se comportent solennellement. Je faisais allusion à l'économie minière, sous du pétrole, du charbon. Est-ce que le fait de dire que la nature est gratuite ne va pas encourager son épuisement? Non, mais parce que l'épuisement demande toujours du travail.
Vous pouvez pas, la nature ne rend pas ses services elle-même, donc il faut quand même avoir de services de travail pour se le procurer. Voilà. Il n'y a pas de surexploitation. Bien, merci encore. Donc, un verre vous est proposé à la sortie, n'hésitez pas, il y a de quoi manger un petit peu aussi.